Au début de l'histoire, nous rencontrons une jeune fille nommée Shaling, jusqu'alors une jeune diplômée à la recherche d'un bon emploi. Alors qu'elle se promène dans les rues de la ville, elle est abordée par un homme étrange. Il se présente comme Geffu, un diseur de bonne aventure, et tente de la convaincre de le laisser prédire son avenir. Shaling, cependant, n'y croit pas et, sans prêter attention à ce qu'il dit, décline l'offre. Dès que l'homme s'en va, elle jette la carte de visite qu'il lui a donnée, jugeant tout cela absurde. Peu après, alors qu'elle poursuit sa route, elle est distraite un instant et est victime d'un accident mineur. Tous les papiers qu'elle transportait tombent par terre. Elle se penche précipitamment pour les ramasser, mais est surprise par le chauffeur irrité qui lui désigne du doigt un aliment tombé et avarié, exigeant qu'elle paie les dégâts. Shaling tente d'argumenter que le médium est le coupable, qu'il s'est soudainement approché d'elle et la distraite. Mais en le cherchant, elle réalise qu'il a tout simplement disparu sans laisser de traces. Incapable de prouver ce qui s'est passé et incapable de convaincre le chauffeur, elle finit par devoir payer. Alors qu'elle termine de rassembler les papiers, déjà plus secouée par la situation, elle remarque avec surprise que la carte de Geffu se trouve parmi les documents, alors qu'elle était certaine de l'avoir jetée quelques instants plus tôt. Cependant, elle ne perd pas de temps, car elle est toujours déterminée à trouver un emploi. Shaling se rend à un salon de l'emploi. Là, elle commence à participer à une série d'entretiens, se présentant sous son meilleur jour. Cependant, le temps passant, elle réalise que ses efforts ne produisent pas l'effet escompté. Les recruteurs semblent indifférents à ses réponses, comme si rien de ce qu'elle dit n'avait de valeur réelle. Après quelques tentatives infructueuses, elle va aux toilettes pour se ressaisir. Devant le miroir, elle se confie, se demandant pourquoi elle n'a pas décroché un seul emploi. Pour se remonter le moral, un peu de manière forcée, elle se dit que les recruteurs étaient peut-être simplement jaloux de son apparence. Dans ce moment de fragilité, deux recruteurs entrent dans les toilettes et discutent. Ignorant que quelqu'un les écoute, ils commencent à se moquer des diplômés, affirmant avec dédain qu'aucun d'eux ne sera embauché. Ce soir-là, déjà chez elle, les propos offensants qu'elle a entendus résonnent encore dans son esprit, la plongeant dans un profond découragement. Pourtant, alors qu'elle est sur le point d'abandonner, elle reçoit un message l'informant d'un nouvel entretien. Enthousiasmée par cette possibilité, elle décide de se rendre immédiatement au lieu indiqué. L'adresse de l'entretien conduit Shaling à Rakshasa Street, un quartier étrangement calme dont l'atmosphère éveille rapidement ses soupçons. À mesure qu'elle avance, elle franchit une sorte de barrière invisible, inconsciente d'avoir franchi une frontière entre deux mondes. Le paysage environnant change et le malaise grandit en elle. Elle commence à se demander quel genre d'entreprise pourrait s'installer dans un endroit aussi isolé et atypique. Soudain, elle réalise que quelque chose cloche. Il est insensé qu'un entretien soit programmé si tard dans la nuit, dans un endroit pareil. Le soupçon d'avoir été victime d'un coup monté la submerge et elle commence à se demander s'il s'agit peut-être d'une tentative d'enlèvement ou de trafic d'organes. Alors qu'elle tente de sortir de la rue et d'utiliser son téléphone portable pour appeler à l'aide, elle se rend compte qu'elle n'a pas de réseau. Désespérée et désorientée, elle tombe sur une créature gigantesque. Au début, elle croit à un accessoire de cinéma, un costume ou un effet visuel, mais bientôt la créature bouge et l'attaque, lui prouvant ainsi sa réalité. Shaling l'évite de justesse et se retrouve entouré d'autres monstres similaires. Tandis que Shaling affronte le danger, le récit présente Shen Chao, un livreur de colis qui vit avec son frère Liang. Ils sont à proximité lorsque Liang remarque des bruits inhabituels dans les environs et les identifie comme des signes d'activité spirituelle. La situation empire lorsque les cris de Shaling les atteignent, et tous deux décident de se précipiter sur les lieux pour l'aider. À leur arrivée, ils réalisent rapidement qu'un nombre inhabituel de fantômes se trouve dans la rue Rakshasa. Liang avertit Shen de la prudence, notamment pour éviter de blesser la jeune fille. Shen, suivant les conseils de son frère, parvient à vaincre les fantômes avec précision et maîtrise, écartant le danger sans blesser Shaling. Après la confrontation, Liang explique à la jeune femme qu'elle est entrée par accident dans un territoire spirituel appelé la rue du Requiem, un espace servant de pont entre le monde des vivants et celui des esprits. Chacune de ces rues est surveillée par un général du Requiem, une figure choisie par les forces spirituelles pour maintenir l'équilibre et empêcher les fantômes de franchir les frontières du monde des vivants. Elle découvre que Shen est le général responsable de la rue Rakshasa. En entendant sa voix, Shaling la reconnaît avec surprise, se rendant compte qu'elle le connaît déjà. Shen, quant à lui, est irrité de la retrouver au milieu de cette agitation. Avant que le conflit ne s'envenime, l'un des fantômes survivants prend la parole, révélant que son groupe vise à prendre le contrôle de la rue. Cette déclaration exaspère les frères et sœurs, et Shen saisit l'occasion pour expliquer à Shaling que la mission des généraux Requiem est de préserver l'équilibre entre les mondes et d'empêcher les esprits maléfiques d'envahir le monde des vivants. Shen révèle que la rue Rakshasa est connue pour être la plus dangereuse de toutes les rues spirituelles existantes, servant de refuge aux esprits les plus hostiles et corrompus qui errent entre les mondes. Ces esprits, imprégnés de sombres intentions, sont attirés par la nature violente et instable de ce territoire. Shen connaissait déjà les risques, mais malgré son expérience, le combat s'avère plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. L'ennemi fait preuve d'une force inattendue et, à un moment donné,
parvient à renverser la situation et à prendre le dessus sur le général. Face à l'avancée de l'esprit, Shen décide de libérer la puissance cachée de son arme, l'enveloppant de flammes intenses et, d'un coup chargé d'énergie, frappant l'ennemi de plein fouet, provoquant un impact puissant. Cependant, l'attaque ne suffit pas à le vaincre. Loin d'être vaincu, l'esprit se transforme à nouveau, façonnant son bras en un serpent agressif qui se jette sur Shen et le projette violemment contre le mur d'un bâtiment. L'espace d'un instant, l'esprit croit avoir gagné la bataille et porte son attention sur Xialing, la considérant comme une proie vulnérable. Shen, cependant, ne reste pas longtemps à terre. Il se relève, malgré son corps blessé, et commence à expliquer pourquoi les généraux Requiem sont, en réalité, humains. Bien que l'esprit ennemi soit fort, Shen affirme que les humains peuvent atteindre un pouvoir encore plus grand lorsqu'ils forment un pacte sincère avec un esprit. Ce type de connexion va au-delà de la simple coopération et permet la création d'une force véritablement extraordinaire. Les humains qui établissent ce lien avec une entité spirituelle deviennent des utilisateurs d'âme. Non seulement ils canalisent le pouvoir de leur gardien, mais ils partagent aussi avec eux un but plus profond. C'est ce lien qui leur permet d'affronter des menaces autrement impossibles à contenir. Épuisé et conscient que le combat a trop duré, Shen décide de mettre fin au conflit une fois pour toutes. D'une invocation ferme et maîtrisée, il invoque son esprit gardien, Zuko. La présence de Zuko est immédiate et imposante, rayonnant d'une force qui réduit au silence même les fantômes environnants. Sur un simple ordre de Shen, Zuko lance son attaque et détruit complètement l'esprit ennemi, le réduisant à néant. Sa voix résonne alors avec autorité, défiant tout autre esprit qui oserait subir le même sort. Le silence qui suit est absolu. Aucune entité n'ose affronter la créature invoquée, et Shen réaffirme fermement que la rue reste son domaine, protégé par sa force et sa volonté. À ce stade, le récit remonte dans le passé, révélant une partie de l'histoire de Shen. À la naissance de Liang, son frère cadet, la famille réalisa rapidement qu'il ne montrait aucune aptitude pour le pouvoir spirituel. Sa mère, loin de s'inquiéter, vit dans son absence l'occasion d'une vie plus paisible pour le garçon, libéré des responsabilités du monde spirituel. Le père de Shen, conscient de l'importance de son rôle, confia à son fils aîné la mission de protéger son frère, lui rappelant que c'était son devoir de futur général de la rue. Shen fut alors conduit à un arbre légendaire, une plante mystique cultivée par un immortel, située à la frontière entre les deux mondes. Les branches de l'arbre portaient de petites tablettes portant les noms de sa famille, symbole de l'amour qui les unissait et de leur mission de protéger ce territoire. Une nuit, Shen entendit ses parents discuter à voix basse d'une mission importante. Ils mentionnèrent alors qu'ils avaient reçu une lettre du commandant de la ville et qu'ils devaient s'absenter. La mère, inquiète, hésita à partir, principalement à cause de ses enfants. Le père, cependant, l'assura que Shen prendrait bien soin de Liang et lui promit qu'il reviendrait avant le lever du soleil. Shen accepta cette responsabilité avec sérieux, attendant fidèlement le retour de ses parents. Cependant, les jours passèrent en silence, et ses parents ne revinrent jamais. Un matin comme tous les autres, Gefu apparut chez eux, accompagné d'un homme étrange. D'un air solennel, il annonça que cet homme était le nouveau chef de la rue Rakshasa, remplaçant le précédent général, le père de Shen. Déconcerté et plein d'espoir, Shen courut dehors, pensant enfin avoir des nouvelles de ses parents, mais il fut accueilli avec froideur et violence. L'étranger le gifla et se présenta comme Liu, le nouveau général nommé par le commandant. Sans perdre de temps, Liu invoqua son propre esprit gardien et ordonna l'expulsion de Shen. C'est à cet instant que le gardien réalisa une chose étrange. Shen possédait des pouvoirs psychiques. Intrigué, Liu interrogea le garçon et, découvrant qu'il était le fils du général Chao, lui expliqua que ses parents avaient abandonné la rue, raison pour laquelle il avait été envoyé à leur place. Pendant ce temps, Liang se mit à pleurer, et Liu décida que, dépourvu de capacités spirituelles, il ne pouvait rester sur ce territoire. Déterminé à exécuter ses ordres, Liu ordonna au gardien de sortir le garçon de la maison. Pour s'assurer que Shen n'intervienne pas, il l'enferma à l'intérieur et partit avec son esprit gardien vers la limite de la rue. Cependant, Liu ne comptait pas sur l'obstination du garçon. Shen apparut peu après à la limite de la rue, portant Liang dans ses bras. Pour s'échapper, il avait mis le feu à sa propre maison, utilisant les flammes comme diversion et ouvrant une voie de fuite. Sans hésiter, Shen traversa la frontière, laissant la rue Rakshasa derrière lui et assurant la sécurité de son frère. Dans le présent, Xialing se réveille dans un environnement étrange et réalise peu à peu que tout ce qu'il a vécu était réel. Ce n'était ni un rêve, ni une illusion, elle avait en fait franchi un portail menant à quelque chose qui ressemblait à l'enfer. Shen, réalisant qu'elle est éveillée, explique que malgré tout, elle est vivante. Il est courant, dit-il, que tout mortel franchissant ce seuil voit sa mémoire effacée, précisément pour empêcher que ce genre de connaissances ne cause des problèmes dans le monde des vivants. Shen s'apprête à effacer ses souvenirs, car elle ne possède apparemment aucune trace de pouvoir spirituel. Cependant, Liang interrompt le processus en révélant qu'il a trouvé la carte de Gefu dans son sac. Intrigué, Shen lui demande comment elle est arrivée là, et Xialing lui montre le message qu'elle a reçu concernant l'entretien. En l'examinant, Shen et Liang réalisent qu'il s'agit d'un message spirituel,
quelque chose qui ne peut être lu ou compris que par quelqu'un possédant, même de manière latente, une certaine énergie spirituelle. Shen installe Ling sur sa moto, avec l'intention de la faire sortir immédiatement de la rue Rakshasa. Le danger persistant ne lui permet aucune hésitation, et il accélère dès qu'elle s'installe. Alors qu'ils traversent tous deux les zones sombres et sinueuses de la rue, Shen saisit l'occasion pour lui expliquer plus en détail sa responsabilité, précisant que protéger Ling fait également partie de son rôle de général de ce territoire. Le chemin, cependant, n'est pas clair. Alors qu'ils avancent, des fantômes apparaissent autour d'eux, et Shen les avertit que plus ils s'approchent de la frontière entre les mondes, plus ces esprits deviendront dangereux et agressifs. D'une voix ferme, il exhorte Ling à s'accrocher, car le voyage exigera du courage. Alors que les monstres apparaissent devant eux, le gardien de Shen entre en action et commence à les éliminer un par un, leur ouvrant un passage. Malgré la résistance des ennemis, Shen poursuit sa route avec détermination, sans jamais ralentir. Lorsque la moto s'approche d'un mur solide, apparemment infranchissable, Ling, submergé par la peur, lui crie de s'arrêter. Shen, cependant, ne ralentit pas. Il connaît bien l'endroit et sait que ce qui semble être un mur ordinaire est en fait la sortie vers la rue des esprits. Ignorant la supplication de Ling, il franchit la frontière avec précision, brisant la barrière invisible et retournant dans le monde ordinaire. De l'autre côté, sain et sauf, Shen exige que Ling lui paie le trajet qu'elle a reçu. Toujours bouleversée par la situation, elle lui remet l'argent, sans cacher son irritation. L'environnement étant désormais moins hostile, Shen commence à en dire plus sur Gefu. Il précise que Gefu n'est pas un général comme lui, mais plutôt un messager envoyé directement par le commandant de la Cité des Esprits. Sa mission est de trouver des hôtes spirituels, des individus rares capables de porter en eux des esprits gardiens. Ling tente de nier cette possibilité, affirmant n'avoir aucun lien avec elle. Shen, cependant, écrit discrètement un mot sur sa main et lui demande de le lire à voix haute. À leur grande surprise, Ling le comprend parfaitement. Peu après, Shen montre le même mot à quelqu'un d'autre, mais elle n'en comprend pas le sens. Il explique qu'il s'agit d'un message psychique, du même type qu'elle avait reçu de Gefu. Shen affirme que cela prouve que Ling est bien une hôte spirituelle et qu'elle porte en elle un gardien de haut rang. Malgré cette révélation, il lui demande de ne jamais retourner rue Rakshasa. Son ton est sérieux et son intention est de couper tout lien avec Gefu, lui faisant clairement comprendre qu'il ne souhaite plus participer aux missions du messager. Cependant, alors même qu'il exprime ce désir, une présence silencieuse les observe d'en haut. Gefu se tient sur un toit voisin, observant tout avec attention, inaperçu. Plus tard, le récit revient sur le passé de Shen, révélant un moment douloureux et marquant. Un jour de grande détresse, Shen vole de la nourriture périmée dans un magasin, mais est pris en flagrant délit et s'enfuit, désespéré. Il se réfugie dans sa cachette improvisée, un espace exigu sous le pont de la rue Rakshasa. Là, il vit avec son frère Liang, loin des regards indiscrets. Une ouvrière nommée Ada, qui avait aperçu Shen la veille, apparaît et lui apporte la même nourriture qu'il tentait de voler. Shen, toujours méfiant et traumatisé, croit qu'Ada a des intentions malveillantes et l'attaque impulsivement, pensant qu'il va se faire prendre. Ada tente calmement de le rassurer, lui disant qu'elle connaît un endroit où Shen et son frère pourraient vivre sans craindre de manquer de nourriture ou de vêtements. L'offre semble généreuse, mais Shen refuse. L'idée de quitter la rue Rakshasa le perturbe profondément. Les jours continuent de s'écouler, et les frères restent sous le pont, bravant les cruelles variations climatiques. Sous la pluie constante, la chaleur accablante et le froid nocturne, ils continuent de lutter pour survivre. Une nuit, Liang tombe malade. Shen, désemparé, porte son frère à l'hôpital le plus proche, espérant obtenir de l'aide. Le médecin annonce que Liang a de la fièvre, mais qu'aucun traitement ne sera entrepris sans la présence des parents pour garantir le paiement. N'ayant d'autre choix, Shen repart à la recherche d'Ada et, cette fois, accepte de se rendre sur place avec de la nourriture et des vêtements. Sa décision est motivée par une seule raison, sauver la vie de Liang. Arrivé au nouvel endroit, Shen est accueilli par une femme qui le lave et le change. Il s'enquiert de son frère dès qu'il en a l'occasion, mais la femme évite de répondre clairement, ce qui le met en alerte. Déterminé à découvrir la vérité, Shen s'échappe discrètement et commence à fouiller les lieux. Entendant une conversation entre Ada et un inconnu, Shen comprend la réalité. Les deux hommes négocient un prix, et l'homme affirme qu'il ne paiera pas pour Liang, persuadé que le garçon est condamné par la maladie. Le choc de Shen est immédiat. Il comprend qu'Ada a l'intention de les vendre, trahissant ainsi la confiance qu'il avait gagnée. Fou de rage, Shen l'accuse de mentir, mais il est maîtrisé et capturé avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Les ravisseurs le blessent alors grièvement, tandis que le pauvre garçon appelle sans cesse son frère. Dehors, hors de portée de Shen, Liang se cache dans une benne à ordures, exposée au froid et à l'obscurité. Au comble du désespoir, Shen subit une transformation inattendue. Une puissance cachée s'éveille en lui, et son esprit gardien se manifeste enfin. La puissante silhouette surgit derrière lui et, ensemble, ils attaquent les ravisseurs, les vainquent avec fureur et libèrent Shen. Sans perdre de temps,
il court dans les rues sombres jusqu'à retrouver Liang, affrontant Ada en chemin et le vainquant grâce à sa force retrouvée. Son frère dans les bras, Shen retourne à l'hôpital et exige que le médecin le soigne, désormais prêt à protéger Liang à tout prix. À ses côtés, l'esprit gardien se présente. Il s'appelle Jin et promet à Shen une fidélité absolue. Les jours suivants, Ling passa une grande partie de son temps perdu dans ses pensées. Les souvenirs des événements récents restaient vivaces dans son esprit, notamment l'idée que, comme Shen, elle aussi, avait un esprit gardien. Cette possibilité, bien qu'incertaine, la mettait mal à l'aise. À plusieurs reprises, elle tenta de l'invoquer intuitivement, se concentrant intensément et expérimentant différentes manières de l'appeler, mais tous ses efforts furent vains. Rien ne se produisit, malgré toute sa persévérance. Sur un coup de tête, prise d'une détermination soudaine, Ling décida de retourner rue Rakshasa. Elle croyait qu'en y retournant, elle pourrait découvrir la vérité et ce qu'il lui fallait faire pour manifester son gardien. Cependant, avant de pouvoir passer à l'action, elle réfléchit davantage et réalisa qu'au fond, elle aspirait simplement à une vie ordinaire, loin des combats et des réalités surnaturelles. Le lendemain, elle décida de se lancer et se présenta à un nouvel entretien d'embauche. Cette fois, à sa grande joie, elle reçut une réponse positive et obtint le poste. Soulagée, elle célébra sa victoire, seule dans sa chambre, sautant de joie. En rangeant quelques affaires, elle retrouva la carte de Gefu. En la regardant, elle conclut qu'elle n'en avait plus besoin et, sans hésiter, la jeta. Ce que Ling ignorait, c'est qu'à cet instant précis, elle était surveillée sans s'en rendre compte. Un petit robot, envoyé avec une mission précise, l'observait de près. Il avait reçu des instructions claires pour confirmer si elle possédait ou non un esprit gardien. Suivant les instructions, le robot envahit silencieusement la pièce où elle se trouvait et, sans lui laisser le temps de réagir, lança une attaque. Le contact initial n'avait pas pour but de l'éliminer, mais de lancer une analyse spirituelle précise. En quelques secondes, le robot examina l'énergie autour de Ling, et les données indiquèrent une correspondance à 85%. Cela suffisait pour donner l'ordre suivant. En fonction du résultat, le robot reçut l'ordre d'exécuter Ling. Avant que cela n'arrive, Gefu apparut, intervenant au moment précis et détruisant la machine. Il annonça alors à Ling que l'organisation du royaume la poursuivait, et que la raison en était l'esprit gardien qui l'habitait. La situation s'envenima lorsque d'autres robots apparurent, envahissant la pièce de toutes parts. Gefu lui dit de fuir immédiatement et de courir vers la rue Rakshasa, l'assurant qu'il s'occuperait des ennemis. Cependant, Ling ne suivit pas le plan suggéré. Au lieu de courir vers la rue, elle monta précipitamment les escaliers et atteignit le toit, où elle fut encerclée par les machines. Gefu, qui l'avait suivie, arriva à temps et, n'ayant d'autre choix, la poussa du toit. Sa chute fut amortie par un chariot de transport posé au sol, dont il se servait pour contrôler la vitesse de l'impact. Elle atterrit ainsi saine et sauve. Sans avoir le temps de comprendre pleinement ce qui venait de se passer, Ling se releva et dévala la rue. Des robots la poursuivaient, surgissant de toutes parts et lui barrant la route. À un moment critique, elle faillit être percutée par un camion lancé à toute vitesse. C'est alors que son gardien se manifesta enfin, créant une barrière devant elle pour la protéger de l'impact. Tremblante, submergée par l'adrénaline et le choc, Ling courut jusqu'à retrouver Gefu et, encore sous le choc, lui raconta ce qui s'était passé. Ailleurs dans la ville, un homme observait la scène depuis une salle de contrôle. En voyant la scène et la manifestation de l'esprit gardien, elle reçut la confirmation qu'elle cherchait. Il n'y avait plus aucun doute, Ling était un véritable hôte spirituel. L'histoire remonte alors dans le temps pour montrer une autre scène du passé. Un criminel furieux se présenta au commissariat pour se plaindre de l'agression qu'il avait subie aux mains de Shen et Liang. Les frères étaient retournés rue Rakshasa et, lors de leur patrouille, ils croisèrent un esprit maléfique attaquant une jeune fille sans défense. Liang, poussé par son instinct, décida d'aider. Il se précipita pour sauver la jeune fille, mais fut surpris par l'esprit qui se retourna contre lui. Avant qu'il ne soit touché, Jin apparut et le sauva. Shen s'allia alors à Jin et, ensemble, ils vainquirent l'ennemi spirituel. Pendant ce temps, le général Liu reçut un rapport selon lequel un jeune esprit avait vaincu un esprit maléfique. Liu conclut immédiatement qu'il ne pouvait s'agir que de Shen. Fort de cette certitude, il déclara qu'il était temps d'invoquer Gefu. Face aux transformations de la rue et aux menaces constantes, Shen décida de partir. Il dit à son frère qu'il quitterait la rue Rakshasa, car elle n'était plus ce qu'elle était. Cependant, avant qu'il ne puisse partir, les serviteurs spirituels de Liu apparurent et leur barrèrent le chemin. Jin passa à l'action et protégea les frères. Déterminé à dominer la situation, Liu invoqua son propre esprit gardien, Qingjian, et lui ordonna de donner une leçon à Shen. Le combat qui s'ensuivit fut intense et brutal. Jin combattit de toutes ses forces, mais ne put résister au coup de Qingjian. Il a finalement été vaincu, laissant Shen sous le choc. Voyant son tuteur tomber, Shen ne put cacher sa stupeur. Liu, froid et impitoyable, déclara que Shen était trop faible. Il serra alors le garçon fermement et révéla qu'un homme nommé Yongfu était recherché par les gendarmes, accusé du meurtre de ses parents. Le général captura alors le garçon et le vendit à Gefu, qui prévoyait déjà de l'emmener sur l'île de la mort.
Son objectif était de le former pour devenir le prochain général. Dans le présent, Gifu et Ling arrivent ensemble chez Shen. Liang les accueille, mais Shen ne peut cacher son malaise en voyant Ling là. Après tout, il lui avait clairement fait comprendre qu'elle ne devait pas retourner rue Rakshasa. Gifu, cependant, lui explique ses intentions. Il dit vouloir que Shen forme Ling, car elle doit apprendre à contrôler son pouvoir. Shen refuse promptement, prétextant que la rue ne se prête pas à ce genre d'apprentissage. Il lui suggère d'aller sur l'île de la mort, où elle pourrait avoir de meilleures perspectives. Gifu parle ensuite de l'organisation du royaume et de son rôle dans les récentes invasions d'esprits de plus en plus puissants. Il insiste pour que Ling s'y cache, car sa présence est devenue une cible. Shen, toujours réticent, affirme que Ling a dépassé l'âge idéal pour une telle préparation et qu'elle ne lui serait d'aucune utilité. Ling, tentant de le convaincre, promet de l'aider dans les tâches ménagères. Shen cède, mais impose une condition: si elle veut rester, elle doit accepter le rôle de servante. Les jours suivants, Ling se mit à effectuer toutes les tâches ménagères selon les ordres de Shen. La routine devint rigide et répétitive, Shen la réveillant chaque matin au son d'une cloche, inexorablement. Cette même cloche lui servait également à l'appeler chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, que ce soit un repas, des vêtements de rechange ou autre. Peu après, Shen déclara qu'en plus de s'occuper de la maison, elle reprendrait désormais son ancien poste de livreuse. Selon lui, il était nécessaire qu'elle apporte une contribution concrète, puisqu'elle mangeait là tous les jours et devait donc travailler pour justifier sa présence. Cependant, cette décision a suscité des conflits au sein du foyer. Liang s'y est immédiatement opposé, affirmant qu'il serait extrêmement dangereux de la laisser sortir en ville, étant donné que l'organisation du royaume la recherchait toujours. Son inquiétude était légitime et il fit clairement comprendre que la sécurité de Ling était en jeu. La dispute s'envenima lorsque Ling, déjà excédée par le contrôle constant de Shen, explosa et déclara qu'elle en avait assez d'être soumise à des ordres. Elle déclara qu'elle n'avait pas besoin d'être traitée ainsi et qu'elle paierait un loyer pour rester, exigeant d'être respectée comme toute résidente indépendante. La conversation prit une tournure inattendue lorsque Shen, sans hésiter, fixa le loyer à $100. Cependant, Ling surprit tout le monde en offrant le double, prenant ainsi le contrôle de la situation. Dès lors, elle fut reconnue comme la nouvelle chef de famille. Shen, complètement vaincu par ce conflit de volonté, fut contraint d'effectuer lui-même les tâches ménagères. Il se sentit bientôt épuisé par ce nouveau fardeau d'obligation et son énergie commença à s'épuiser. Liang, observant tous ces changements, fit remarquer que, bien que l'organisation sache déjà où se trouvait Ling, elle n'avait encore pris aucune mesure directe contre elle. Cela l'intrigua et le conduisit à s'interroger sur la véritable raison de la persécution. Face à des doutes et des soupçons grandissants, Shen décida qu'il était temps de chercher des réponses et convoqua Gifu pour rendre des comptes. Après avoir rencontré le messager, Shen exigea une explication claire sur la persécution de Ling. Gifu n'hésita pas à répondre, révélant que l'organisation du royaume voulait la capturer à cause de l'élixir de résurrection lié à son gardien spirituel. Cette substance rare et puissante était très convoitée. Gifu suggéra alors à Shen de se charger de son entraînement, non seulement pour la protéger, mais aussi pour qu'il puisse un jour obtenir l'élixir et l'utiliser pour tenter de ramener leurs parents à la vie. Plus tard, Ling convoqua Shen, se croyant toujours aux commandes, mais il répondit avec sérieux. Il annonça que la partie était terminée et que l'entraînement commencerait immédiatement, sans autre discussion. Pendant ce temps, l'histoire revient à un moment du passé, révélant le moment où Gifu et Shen arrivèrent sur l'île de la mort. Les habitants, déjà habitués à l'arrivée des jeunes, les observèrent avec suspicion et curiosité. Beaucoup d'entre eux ont même parié sur lequel des deux tenterait de s'échapper en premier, et ils ont tous parié sur Shen. Le maître de l'île expliqua alors les règles et les fonctions du lieu, détaillant le fonctionnement de cet espace isolé. Cependant, Shen l'écouta à peine. Dans un geste impulsif et désespéré, il sauta dans la rivière qui entourait l'île, tentant de s'échapper immédiatement. Le maître, sans manifester la moindre surprise, expliqua que cette rivière ne menait pas à la liberté. Les eaux étaient particulièrement dangereuses et noierait quiconque tenterait de les traverser. Il précisa également qu'il n'y avait que deux façons de quitter l'île, devenir général de Requiem, et atteindre l'âge de 18 ans, perdre complètement la mémoire et être renvoyé dans le monde extérieur. Après l'échec de l'évasion, le maître sauva Shen des eaux. De retour sur la rive, Shen fut accueilli par les huées des autres garçons, qui se moquaient de lui pour avoir perdu leur pari. Humilié, il tenta d'appeler Jin à sa défense, mais sa tentative échoua. L'un des garçons expliqua que c'était impossible, car des sceaux spirituels disséminés sur les murs de l'île empêchaient toute invocation de gardien. La situation s'aggrava lorsque les garçons se groupèrent pour l'encercler. Incapable de se défendre, Shen fut battu par ses camarades. Ce ne fut qu'à l'apparition d'une fille nommée Chung que les assaillants se retirèrent. Elle demanda l'aide de son propre tuteur, qui intimida les autres et assura la sécurité de Shen. Curieux, il lui demanda comment elle pourrait invoquer son esprit, mais Chung refusa de révéler son secret. Elle se contenta de dire qu'elle connaissait un moyen de quitter l'île et qu'elle serait prête à l'aider s'il lui faisait confiance. Pendant ce temps, dans la rue Rakshasa, les événements se déroulaient. Liu,
averti des mouvements de Shen, envoya ses esprits à la recherche de Liang. La jeune fille muette, précédemment sauvée par Shen et Liang, décida de le protéger, se cachant soigneusement des esprits maléfiques qui patrouillaient dans les environs à sa recherche. Chung, à son tour, conduisit Shen jusqu'au rempart de l'île. Ils commencèrent à grimper vers le point culminant. Shen, comprenant la direction de leur plan, trouva le chemin choisi étrange et demanda comment ils comptaient s'échapper. Chung a répondu qu'en fait, ce n'était qu'une expérience. Elle croyait qu'en sautant de cette hauteur, Shen coulerait plus vite et atteindrait le niveau de la mer. Selon sa théorie, l'île était à l'envers et le monde réel se trouvait sous l'eau. Shen, sans hésiter, sauta. La hauteur ne l'intimida pas et son courage fut récompensé. Comme elle le soupçonnait, il coula effectivement plus vite. Cependant, durant la chute, Shen perdit connaissance, incapable de résister à l'impact et à la pression de la traversée. Malgré cela, son corps fut emporté par l'eau et il parvint à atteindre l'autre rive. Apprenant ce qui s'était passé, le maître de l'île réagit rapidement. Il ordonna à ses gardes de garder un silence absolu. Personne ne devait le savoir. L'évasion de Shen était sans précédent. Jusqu'alors, personne ne s'était jamais échappé de l'île de la mort. Et cet exploit devait, du moins pour l'instant, rester secret. Ling commença alors son entraînement avec Shen, mais réalisa vite que les exercices étaient trop pénibles pour elle. Insatisfaite, elle se plaignit à Liang, qui expliqua que c'était nécessaire pour son bien. Ling appela Gefu et lui raconta que l'entraînement de Shen semblait tout droit sorti d'une bande dessinée. Gefu répondit que chaque général du Requiem avait sa propre méthode d'entraînement. Ling déclara vouloir abandonner et suivre Gefu, mais il lui rappela que l'organisation du royaume la traquait toujours. Gefu révéla qu'il poursuivait un criminel, ce qui rendait son accompagnement encore plus dangereux. Il informa Shen que le criminel en question était Yongfu, l'homme même qui aurait tué ses parents. Pendant la nuit, une explosion secoua la rue Rakshasa. Liang invita Ling à l'accompagner pour assister au combat des esprits maléfiques, affirmant que cela l'aiderait à s'entraîner. Mais Shen s'y opposa et lui demanda de rester. Malgré tout, Ling résolut de les suivre, déterminé à ne pas se laisser traiter de faible. Shen engagea le combat avec les esprits en utilisant Zuko, son gardien, et les affronta avec force. Liang s'inquiéta en remarquant que des esprits de niveau supérieur accédaient à la rue, et il soupçonna que l'organisation du royaume menait une expérience pour tester la résistance des barrières spirituelles. Ling arriva sur les lieux de la bataille et Liang la protégea des attaques. Durant le combat, il lui expliqua que la force n'avait rien à voir avec le sexe, et il affronta seul plusieurs esprits. Le lendemain, Ling reprit son entraînement avec détermination et battit même des records personnels. À un autre moment, nous revînmes sur le passé de Shen. Liu avait ordonné aux esprits maléfiques de se battre, promettant que le vainqueur le servirait. Un esprit gagna et tenta d'attaquer Liu, mais fut immédiatement maîtrisé par Qingjian. Pendant ce temps, d'autres hommes de main cherchèrent Liang, mais lui et la muette réussirent à se cacher. Liu ordonna à son champion de tuer les esprits qui échouèrent et exigea qu'il retrouve Liang par tous les moyens. Qingjian proposa son aide, mais Liu refusa. Lors d'une enquête auprès des habitants de l'île, l'un d'eux révéla que Liang se cachait avec la muette. Liu ordonna à ses esprits de s'y rendre. Ils trouvèrent Liang, mais Shen arriva à temps pour le sauver, et Jin vainquit l'esprit ennemi. Cependant, peu après, la muette changea de comportement et tenta d'attaquer Liang. Pendant ce temps, Ling continuait de lutter pour invoquer son gardien et exprima sa frustration. Liang la rassura en lui expliquant que les gardiens apparaissent lorsqu'ils ressentent le besoin de protéger leurs hôtes. Ling décida de demander l'aide de Shen, mais découvrit qu'il était occupé à enquêter sur des indices concernant le meurtrier de ses parents. Cette recherche le conduisit à une autre rue du Requiem, où il rencontra un général qui ne possédait aucune information pertinente. Malgré son invitation, ils savaient tous deux que les généraux n'étaient pas autorisés à traverser les rues des autres. Shen, en vain, ne réalisa pas qu'il était surveillé par l'organisation du royaume. L'observateur, cependant, fut surpris de voir Shen disparaître soudainement et réapparaître derrière son robot. De retour rue Rakshasa, Ling dit à Liang qu'elle ne s'inquiétait pas de Shen, mais de l'organisation qui la poursuivait. Liang expliqua que la barrière de la rue offrait une certaine protection, mais Ling mentionna la coïncidence entre leur intérêt pour son gardien, leur difficulté à communiquer avec lui et la réapparition du criminel. Elle soupçonnait l'organisation de manipuler toute cette affaire et se sentait vulnérable sans Shen. Ling hésitait à offenser Liang, mais réalisa que, contrairement à son frère, il n'avait pas de gardien. Shen a détruit le robot et Gefu est apparu. Gefu admit n'avoir aucune information concrète sur Yongfu et affirma que Shen se surmenait dans ses recherches. Shen lui rappela que Yongfu avait tué ses parents, mais Gefu affirma que cela n'avait jamais été prouvé au cours des 10 dernières années. Il affirma que la protection de Ling était une priorité, mais Shen insista sur le fait qu'elle était en sécurité dans la rue Rakshasa. Gefu avertit que l'organisation du royaume cherchait des moyens de franchir la barrière et que leur progression était incertaine. Utilisant le robot détruit, Gefu contacta les membres observateurs de l'organisation, proposant un échange de noms avant une confrontation, mais l'homme refusa, affirmant que son seul objectif était de rejoindre Ling. Pendant ce temps, Ling et Liang rencontrèrent une araignée géante. Ling suggéra de fuir,
mais Liang comprit qu'il devrait l'affronter seul, sans l'aide de son frère. Il lança une attaque électrique, mais la peau de la créature résista facilement. La toile de diamant traversa facilement les murs de la maison, mais Liang réussit à la couper. L'araignée réagit rapidement et captura Ling. L'homme cria victoire et reprocha à Shen de l'avoir laissé sans protection. Shen, cependant, affirma qu'elle n'était pas seule et que les situations extrêmes éveillent le véritable potentiel de chacun. Ling, comprenant qu'elle devrait se battre sans Shen, tenta d'invoquer son gardien, mais en vain, la toile de l'araignée bloquant le flux d'énergie spirituelle. L'homme déclara alors la fin du combat. Shen révéla que le potentiel dont il parlait ne résidait pas en Ling, mais en Liang. En réponse, Liang parvint à invoquer son gardien et attaqua l'araignée avec force. La créature réagit en libérant une progéniture, mais Liang s'envola et lança une pluie de projectiles sur eux. Le membre de l'organisation était incrédule, et Gefu révéla que les deux frères étaient extrêmement puissants. Ling observa la scène avec stupéfaction, réalisant que, bien que Liang ne soit pas un hôte spirituel, il pouvait néanmoins invoquer un gardien. Dans un autre flashback, l'ami de Liang perdit le contrôle et l'attaqua. Shen dut invoquer Jin pour protéger son frère, choqué par cette trahison. Liang supplia Shen de sauver la jeune fille, affirmant qu'elle l'avait aidé pendant son absence. Bien que réticent, Shen obéit et ordonna à Jin de libérer la fille. Cependant, elle continua d'attaquer Liang, le forçant à demander de l'aide à nouveau. Shen s'excusa et expliqua qu'il avait juré de protéger son frère et qu'il n'avait donc d'autre choix que de tuer la jeune fille. Il donna l'ordre, et Liang ne put qu'assister à sa mort. Le tuteur de lui demanda pourquoi il se souciait tant des deux garçons, et lui répondit qu'il voulait leur donner une cruelle leçon sur le fonctionnement du monde. Déterminé à les capturer, il envoya son tuteur mener à bien cette mission. Liang se retrouva alors avec la difficile tâche d'enterrer son ami. Outré, il annonça à Shen qu'il n'était plus frère. Il commença à en vouloir non seulement à Shen, mais aussi à Jin et à tous les esprits. Il affirma qu'avoir plus de pouvoir qu'elle ne leur donnait pas le droit de décider de son sort. Bien qu'il reconnaisse ne pas être un hôte spirituel et ne pas avoir de tuteur, il jura de surpasser son frère et de se venger. Shen accepta la décision de Liang, et tous deux comprirent qu'ils devaient devenir plus forts pour supporter le poids de la culpabilité. Pendant ce temps, le gardien de Lu les observait, mais décida de ne pas intervenir. Il rapporta leur fuite et pensa que Shen était revenu uniquement pour sauver son frère, sans intention de revenir. Lu fut soulagé d'apprendre cela, convaincu qu'il ne reviendrait jamais. Liang expliqua à Ling que son gardien était un mécha activé par une rune spirituelle, et précisa que même sans être un hôte, il pouvait l'invoquer de cette façon. Ling exprima le désir d'en avoir un également, mais Liang lui conseilla la patience. Gefu lui expliqua qu'elle devait d'abord conclure un accord avec son gardien pour pouvoir l'utiliser. Shen avertit Ling qu'il doublerait la cadence d'entraînement, car le temps jouait contre eux et que l'organisation avait déjà découvert une faille dans la barrière de la rue. L'homme responsable de la dernière attaque décida de mener la suivante personnellement, déclarant qu'il ne tolérerait pas de troisième faille, car il était l'un des 10 meilleurs de l'organisation. Pendant ce temps, Shen continua d'entraîner Ling à invoquer le gardien, mais elle échoua à plusieurs reprises. Elle rejeta les gestes qu'elle pratiquait, les jugeant enfantins. Shen expliqua que seuls les hôtes de haut niveau pouvaient réussir l'invocation. Il décida donc de changer d'approche. Shen a convoqué Zuko et lui a dit, ainsi qu'à Ling, de le suivre. Il l'emmena à l'orée de la rue Rakshasa, où résidaient les esprits maléfiques, et lui expliqua que les gens révèlent souvent leur véritable potentiel sous la pression. Il décida donc de la laisser là. Ling tenta de l'accompagner, mais Yuko l'en empêcha. Shen déclara que puisque son gardien l'avait sauvé une fois, il recommencerait. Ling était entouré d'esprits maléfiques, tandis que les autres l'observaient depuis un toit. Shen dit à Liang que tout irait bien tant qu'il serait là. Les esprits attaquèrent Ling. Elle parvint à en esquiver quelques-uns, mais fut finalement mise à terre. Soudain, elle ressentit une connexion avec son gardien, mais ne parvint toujours pas à l'invoquer, forçant les frères à se précipiter pour la sauver. Gefu expliqua que Ling ne pouvait communiquer avec son gardien à cause d'une chaîne spirituelle enfermée dans son cœur. Le gardien ne pouvait briser cette chaîne seul, ni se connecter à l'autre tant qu'elle était bloquée. Il appartiendrait à Ling de la débloquer seul, ce qui pourrait lui demander jusqu'à 100 ans d'entraînement pour atteindre le niveau requis. Dans un flashback, le général Liu menait une vie de luxe aux côtés des esprits sous son commandement. Xing Yun se souvint qu'il ne s'était pas entraîné depuis un moment, mais Liu affirma que ce n'était pas nécessaire, car il était le général du Requiem de la rue Rakshasa. Pendant ce temps, Liang apparut pour affronter les esprits maléfiques qui tourmentaient les habitants de la rue. Il en vainquit 2 et ordonna au 3e de transmettre un message au général Liu pour l'informer de son retour. Sous les ordres de Liu, d'autres esprits tentèrent d'attaquer Liang, mais il les vainquit facilement. Après avoir vaincu tous les ennemis, Liu constata la force de Liang et invoqua Xing Yun. Mais Shen apparut, surprenant Liu en lui révélant que c'était Liang qui avait vaincu les esprits. Xing Yun attaqua alors les frères, mais Jin apparut et bloqua le coup. Liu fut impressionné de voir Shen invoquer son gardien sans faire aucun geste, mais Shen le ridiculisa, affirmant que de tels gestes étaient réservés aux débutants. Xing Yun et Jin s'engagèrent dans un combat acharné,
tandis que Shen combattait directement Liu. Liu était étonné du nouveau niveau de force de Shen, tandis que Liang se rendait sur la tombe de la fille muette pour lui rendre hommage et jura de se venger d'elle. À la fin du combat, Liang et Jin vainquirent Liu et son gardien, et Shen leur ordonna de quitter la rue Rakshasa. Les villageois célébrèrent la fin de l'oppression. Liu, encore confus, se demandait comment les frères étaient devenus si forts, et Xingyun lui rappela qu'ils ne s'étaient pas entraînés depuis 4 ans. De retour chez eux, les frères trouvèrent l'arbre à pagode complètement desséché. Liu apparut avec Xingyun et leur ordonna de quitter le territoire, les défiant dans un nouveau combat. Shen accepta, croyant que Liu était déjà affaibli. Jin appréhendait la décision de Shen, mais Shen l'assura que Liu était affaibli depuis leur dernier combat. Devant les frères, Liu coupa une branche de l'arbre à pagode et l'avala, les dégoûtant. Il déclara qu'il ne comprenait pas le véritable but de l'arbre et que leur rôle n'était pas de le protéger, mais d'être protégé par lui. En absorbant le pouvoir de l'arbre, Liu se mit à briller et à émettre de l'énergie. Jin expliqua à Liang que Liu connaissait le secret de l'arbre à pagode, qui consistait à absorber l'énergie naturelle et à la transformer en puissance. Liu avoua qu'il s'était approché de la rue Rakshasa à cause de l'arbre et qu'après en avoir consommé une partie, personne ne pourrait le vaincre. Defu suggéra à Ling de manger également l'arbre pour libérer son gardien, mais Shen s'y opposa. Defu affirma qu'il n'en informerait pas les responsables spirituels, mais Shen expliqua clairement que son refus n'était pas motivé par la peur. Ling, curieuse, dit qu'elle aimerait essayer, mais Shen la réprimanda, lui disant qu'elle cherchait toujours des raccourcis et des excuses pour éviter de s'entraîner véritablement. Pendant la nuit, Ling exprima son aversion pour Shen et Liang. Defu lui conseilla de prendre une décision, mais la prévint que, quel que soit le chemin qu'elle choisirait, l'organisation du royaume continuerait de la traquer. Ling grimpa alors au sommet de l'arbre à pagode et réfléchit aux événements récents de sa vie. Cependant, elle décida de ne pas manger la branche, car cela signifierait dépendre des autres. Shen l'observa par la fenêtre et sourit doucement. Soudain, l'atmosphère changea. Un portail s'ouvrit dans le ciel, et l'organisation du royaume, dirigée par Eil, le franchit en direction de la rue Rakshasa. Dans un flashback du combat des frères contre Liu, Shen combattit le gardien ennemi, mais ne parvint pas à le maîtriser. Qingjian immobilisa Jin tandis que Liu se moquait de Shen, jusqu'à ce que Liang apparaisse et repousse Liu d'un coup de pied, leur offrant une chance de s'échapper. Liu émergea des murs, indemne grâce à l'arbre à pagode, et ordonna à Qingjian de poursuivre les frères et de les tuer. Il envisagea également d'appeler des esprits maléfiques à l'aide, mais Qingjian s'y opposa, affirmant que les frères étaient plus puissants que n'importe quel esprit. À la surprise de Qingjian, Liu donna à manger à certains esprits un morceau d'arbre à pagode, augmentant ainsi leur pouvoir. Alors que les frères approchaient de la frontière, un esprit leur barra le chemin. Liang tenta de l'attaquer, mais fut facilement repoussé. Jin intervint et vainquit l'esprit, sauvant Liang de toute blessure. Pendant ce temps, les esprits restants prirent le contrôle de la rue Rakshasa et ravagèrent les habitants. Jin expliqua qu'ils avaient consommé l'arbre à pagode, les rendant plus forts et plus violents. Shen dit à Liang qu'il devait fuir, mais il refusa. Liang déclara qu'il fuyait toujours lorsque la situation dégénérait, mais qu'il resterait désormais pour protéger la rue. Il dit à Shen qu'il ne voulait plus être appelé son frère, le considérant comme un lâche. Shen répondit par une gifle, attrapa Liang et le jeta hors de la rue, affirmant que la protection de la rue Rakshasa était de sa responsabilité. À présent, la rue était attaquée par des robots, et il observait avec excitation les habitants se faire attaquer. Selon Defu, l'organisation du royaume avait dû découvrir un point faible dans l'une des rues Requiem voisines, leur permettant d'ouvrir un portail menant directement à la rue Rakshasa. Shen demanda à Liang de protéger la rue pendant que lui et Zuko réparaient les brèches. Shen et Zuko unirent leurs forces pour affronter les robots. Shen remarqua que Eil et ses subordonnés avançaient le long de la rue Shilian, tandis que d'autres portails s'ouvraient dans le ciel. Il ordonna à Zuko de les fermer, le laissant seul face aux robots. Zuko hésita, mais obéit. Pendant ce temps, Liang s'inquiétait pour Shen, mais Defu affirmait qu'il méritait le titre de général des flammes. Shen déchaîna sa technique la plus puissante et déchaîna une vague de feu contre les robots, mais il en envoya encore plus. Liang prédit la prochaine action de l'organisation et tendit une embuscade avec son mecha. Comme prévu, les ennemis apparurent à l'endroit prévu et furent immédiatement détruits par le gardien de Liang. Shen critiqua Ling, la qualifiant d'inutile d'avoir à nouveau besoin d'aide et de ne pas avoir fait l'effort d'invoquer son gardien. Pendant ce temps, Defu décida d'explorer d'autres rues du Requiem. Cependant, les frontières spirituelles fusionnèrent dans le ciel et un monstre au pouvoir psychique extrêmement puissant apparut. Shen, en le voyant, accepta le défi. Dans un flashback, Liang tenta de retourner dans la rue, mais la barrière l'en empêcha. Pendant ce temps, Shen combattit les esprits, mais fut finalement vaincu. Il fut conduit au général Liu, qui le frappa de coups de pied enthousiastes, mais fut bientôt interrompu par l'un de ses esprits, qui déclara ne pas avoir trouvé Liang. Liu interrogea Shen sur l'endroit où se trouvait son frère,
tandis que Xingyan l'agressait. Liu se vanta de sa domination sur la rue Rakshasa et la revendiquait. Shen affirma que son frère était parti, mais Liu répondit qu'il avait été aperçu hors de la limite. Les esprits franchirent alors la barrière pour capturer Liang. Il remarqua leur présence et esquiva la première attaque, mais se débattit car les esprits étaient invisibles. À l'aide d'une bouche d'incendie à proximité, Liang arrosa d'eau partout, rendant les ennemis visibles. Il en attrapa un et les ramena tous deux à l'intérieur de la frontière. Liu et Xingyan furent surpris de le voir revenir victorieux. Liang regarda son frère et lui dit qu'il était le seul autorisé à le vaincre. Dans le présent, Shen déclara que il n'avait pas pu envahir la rue Rakshasa seul, sous-entendant que quelqu'un l'aidait. Dans le monde des esprits, les fonctionnaires discutèrent de l'invasion de la rue Rakshasa par l'organisation du royaume et des ouvertures apparaissant dans d'autres rues Requiem. Shen et Zuko affrontèrent le monstre ensemble. Conscient de l'impact négatif de la créature sur les habitants, Shen décida d'agir rapidement avant que la rue ne soit détruite. Il créa son propre portail et attira le monstre vers un autre endroit. Pendant ce temps, il attaqua Liang, mais celui-ci parvint à se défendre. Et il expliqua qu'il devait envahir 5 autres rues Requiem avant d'atteindre la rue Rakshasa. Il reconnut la force de la barrière spirituelle et prétendit être là à cause de Ling. Ling, curieuse, lui demanda qui il était, et il lui révéla que c'était lui qui avait envoyé les robots attaquer sa maison. Il affirma qu'il n'était pas là pour la voir, mais pour la capturer. Liang refusa de le laisser l'emmener, mais il lui rappela qu'il avait déjà vaincu 5 rues et que les frères ne représentaient donc aucune menace pour lui. Pendant ce temps, les responsables spirituels discutèrent de l'attaque en cours et suggérèrent de laisser Gifu gérer la situation. Cependant, l'un d'eux fit remarquer que 3 mois s'étaient écoulés depuis le dernier rapport de Gifu et que personne ne savait où il se trouvait. Ils conclurent donc qu'il valait mieux l'éliminer avant qu'il ne les trahisse. Lorsque Gifu arriva rue Shilian, il trouva Zuo, affaibli, étendu à la frontière, vaincu par Eil. Zuo lui demanda d'avertir le monde des esprits de l'attaque de la rue Rakshasa afin qu'ils puissent envoyer des renforts. Gifu, cependant, ignora sa requête et commença à battre en retraite. Malgré les appels de Zuo, il ne répondit pas, ce qui lui fit comprendre qu'il ne s'agissait pas du vrai Gifu. Pendant ce temps, Zuko et Shen continuaient d'affronter le monstre, et Liang se préparait à affronter Eil. Eil informa Liang qu'il savait qu'il ne pouvait pas utiliser son coup spécial, son mecha ne lui permettant cette capacité qu'une fois par jour. Dans un flashback, les parents de Shen avaient inscrit son nom et celui de son frère à naître sur une étiquette en bois. Shen interrogea Liang sur son retour, mais Liang répondit simplement qu'il était le seul à avoir le droit de le vaincre. Lui empêcha Qin Yun d'intervenir lorsque Liang l'attaqua. Lui reconnut la force de Liang, l'un des mortels les plus puissants qu'il ait jamais affronté, malgré son jeune âge, mais l'assura que personne ne pourrait le vaincre après qu'il ait mangé l'arbre. Par la suite, Shen et Liang unirent leurs forces et parvinrent à attaquer Lu. Furieux, Lu les attaqua de toutes ses forces. Il les humilia, se proclamant roi et affirmant que la rue lui appartenait. Ensuite, Lu complota pour que Liang tue son propre frère, effaçant ainsi ses souvenirs, conformément à la règle des rues du Requiem, effacer les souvenirs des mortels qui traversent la frontière. Jin tenta d'arrêter Lu, mais Qin Yun l'en empêcha. Lui effaça les souvenirs de Liang, lui faisant oublier qui il était, y compris son frère. Lui manipula alors Liang en lui faisant croire que Shen était son ennemi et lui ordonna de le tuer. Liang lança une attaque, mais Qin l'esquiva et le gifla. Dehors, Qin Yun et Jin continuaient de se battre, mais Qin suggéra d'y mettre fin, prétextant que la situation avait échappé à tout contrôle. Liang continua d'attaquer Shen, tandis que lui observait, satisfait. Lui ordonna à Qin de tuer Jin, qui tentait d'empêcher les frères de se battre. Qin Yun supplia Jin d'arrêter, mais Jin refusa, affirmant qu'ils étaient tous deux gardiens et qu'ils feraient tout pour protéger leur maître. À contre-cœur, Qin tira dans le dos de Jin, tandis que Jin insistait sur le fait qu'il ne servait pas le bon maître. Les frères continuèrent le combat, Liang prenant le dessus face au refus de Shen de riposter. Au même moment, Qin tirait à plusieurs reprises sur Jin, qui finit par s'effondrer. Liang hésitait en tentant de poignarder Shen et pleurait, demandant à Qin qui il était. Dans le présent, Zuko et Qin cherchaient le point faible du monstre, attaquant des deux côtés. Malgré leurs coups combinés, le monstre était indemne. Pendant ce temps, Liang était aux prises avec Eil, mais il n'était pas de taille. Liang exhorta Ling à se protéger pour ne pas être blessé. Il attaqua avec ses couteaux, mais Eil les esquiva facilement. Zuko remarqua que le monstre n'ouvrait jamais les yeux, mais pouvait prédire chacun de leurs mouvements. Shen en conclut que le monstre était en réalité un chien à 3 têtes, et que les chiens ont un odorat et une ouïe très développée. Shen le conduisit ensuite dans une zone de la rue parsemée de failles spatiales, rendant difficile la détection des odeurs par le monstre. Shen et Zuko unirent leurs forces et élaborèrent un plan pour le détruire. Shen lança des flammes sur le monstre, ouvrant plusieurs failles pour tenter de le piéger. Il réalisa cependant que le monstre se régénérait continuellement et conclut que l'hôte spirituel devait mourir pour vaincre la créature. Pendant ce temps, il détruisit le mecha de Liang par des attaques successives. Et il exigea que Liang se rende en échange de sa vie. Liang résista, mais comprit vite qu'il ne pouvait pas le vaincre. Il dit à Ling de manger l'arbre à pagode,
car il n'avait pas d'autre choix. Ling pensait que Shen n'approuverait pas, mais Liang insista sur le fait que ce n'était pas le moment de se soucier de son opinion. Ling coupa un morceau de l'arbre et l'avala. Elle trouva le goût répugnant, mais bientôt ses yeux se mirent à briller et la chaîne de son cœur commença à se desserrer. Puis une explosion massive illumina la rue Rakshasa, et le gardien de Ling brisa enfin la chaîne spirituelle. Il se mit à rugir et libéra une immense énergie autour de lui, laissant Ling sans contrôle. Le gardien déchaîna son pouvoir contre l'arbre à pagode, le détruisant. L'arbre commença à absorber les esprits environnants, et Hale informa Ling que l'arbre à pagode constituait la frontière entre le monde des esprits et les rues du Requiem, et qu'avec sa destruction, les esprits y seraient ramenés. Il lui dit que si elle voulait survivre, elle devait le suivre. Ling vit alors Liang s'accrocher à un rocher, essayant de ne pas être aspiré par l'arbre, et réalisa qu'il était lui aussi un esprit, ce qu'elle ignorait encore. Dans un autre souvenir, Liang demanda à Jin ce que contenait la boîte qu'il portait. Jin répondit qu'elle contenait le pouvoir le plus terrible au monde, et qu'il ne pouvait être libéré qu'au prix d'une vie. Lorsque Liang demanda que ce pouvoir soit transmis à son frère, Jin expliqua que ce pouvoir pouvait être une malédiction pour quiconque le possédait. Shen dit à Liang qu'il était son frère, tandis que Liang luttait pour contrôler son propre corps. Il ne se souvenait de rien, mais Shen insistait pour lui rappeler qu'ils étaient frères. Shen évoqua des souvenirs d'enfance pour tenter de l'aider, mais en vain. Liu, las de les voir tenter de se reconnecter, poussa Liang par derrière et le força à poignarder Shen à la poitrine. Jin tenta de le sauver, mais Qinyan l'avertit que l'énergie psychique de Shen s'affaiblissait et que son maître était mourant. Liang dit qu'il ne se souvenait plus de son passé avec Shen, mais qu'il ressentait une douleur intense et le supplia de ne pas mourir, son esprit plongé dans les ténèbres. Il avoua n'avoir jamais été un bon frère et que, s'il existait une autre vie, il souhaiterait que Shen redevienne son frère aîné. Shen mourut sous les larmes de Liang. Qinyan et Liu remarquèrent un changement soudain dans le ciel, qui commença à se couvrir de nuages. Liu tenta de frapper Liang, mais fut frappé par la foudre. Liu était confus, ne sachant pas d'où provenait tant de pouvoir psychique, car Liang n'était pas un hôte spirituel. Qinyan a expliqué que Liang n'était pas un hôte ordinaire, et Jin a confirmé qu'il possédait un corps de guerrier rare, ce qui expliquait pourquoi il n'avait montré aucun pouvoir spirituel en grandissant. Qinyan affirma que ce type de corps permettait à un hôte d'avoir plusieurs gardiens et d'en invoquer plusieurs simultanément. Liu jugea cela injuste, mais Jin refusa de le laisser tuer son maître. Jin ouvrit sa boîte et offrit sa vie pour libérer l'arme connue sous le nom de Calice Creux. Des généraux du passé de la famille apparurent et demandèrent à Jin s'il avait trouvé le successeur. Jin répondit oui, affirmant avoir trouvé le descendant avec le corps du guerrier. Zuko apparut, annonçant qu'il serait le prochain à lui succéder. Les généraux hésitaient à l'accepter en raison de son jeune âge, mais Jin leur assura qu'il avait le potentiel pour devenir un véritable héros. Par la suite, Jin mourut sans regret, et les généraux promirent d'accompagner le garçon, lui signifiant clairement qu'ils n'hésiteraient pas à se retourner contre lui s'il manifestait le moindre manque d'ambition. Le garçon acquit un immense pouvoir, mais il devint bientôt évident que Shen était en réalité le frère cadet. Shen hérita du pouvoir des généraux et lança une attaque sur Liu, lui assénait un coup de poing extrêmement puissant. À présent, l'arbre à pagode était en ruine, hors de contrôle, tout comme le gardien de Ling. Ling parvint à maîtriser Liang juste avant qu'il ne soit entraîné dans le monde des esprits. Liang s'excusa de ne pas lui avoir révélé qu'il était en réalité le frère aîné de Shen, réincarné en esprit, mais Ling lui assura qu'il le protégerait quoi qu'il arrive, qu'il soit humain ou spirituel. Pendant ce temps, Shen affrontait le monstre à 3 têtes, tentant de le vaincre avec ses flammes, jusqu'à ce que la créature disparaisse soudainement. Shen remarqua plusieurs portails ouverts et comprit que quelque chose clochait en les explorant. Remarquant une lumière rayonnante émanant de chaque portail, une inquiétude le submergea et il pria pour la sécurité de Liang. En franchissant l'un des portails, Shen entra dans une étrange pièce et découvrit le corps sans vie du véritable Gifu, assassiné environ 3 mois plus tôt. Il s'interrogea sur l'identité de la personne qui se faisait passer pour Gifu depuis tout ce temps. Après une enquête plus approfondie, il trouva une note laissée par le véritable diseur de bonne aventure avant sa mort. La note expliquait qu'il avait été pris dans une embuscade et blessé, et avertissait de l'émergence d'une nouvelle force secrète déterminée à détruire le monde des esprits. Ceci, en plus de l'organisation du royaume, a soulevé de nouvelles questions sur les plans et l'identité de l'imposteur. Shen retourna précipitamment rue Rakshasa et sauva Liang de l'attraction vers le monde des esprits. Il protégea son frère et demanda à Ling de veiller sur lui. Et il invoqua sa bête à 3 têtes et fusionna avec elle, acquérant une nouvelle forme dotée d'une puissance immense. Le gardien de Ling attaqua Shen, mais Yuko s'interposa et le protégea. Shen ordonna à Zuko de contrôler le gardien de Ling, et elle l'avertit de la prudence, lui rappelant qu'elle était toujours la maîtresse de la créature. Malgré les attaques incessantes de Hale, Shen parvint à se défendre. Hale fut surpris par sa résilience, et Shen révéla sa véritable puissance en invoquant un autre gardien, démontrant ainsi la force de son corps de guerrier. Pendant ce temps, Zuko parvint à contrôler le gardien de Ling, et le nouveau gardien de Shen vainquit Hale, le forçant à reprendre sa forme originelle. Shen révéla à Hale qu'il possédait 7 gardiens spirituels au total,
et il décida de fuir, mais promit de revenir se venger. À cet instant, le faux devin apparut et scella l'ouverture laissée par l'arbre sacré. Ling le confronta, réalisant qu'il n'était pas Gifu. Elle s'interrogea sur son identité et s'il était responsable de la mort du véritable Gifu. L'homme, imperturbable face aux accusations, révéla que son objectif avait toujours été de détruire l'arbre sacré. Il insinua que la compréhension du monde de Shen était limitée et que de nombreux ennemis rôdaient encore dans le monde des esprits. Ling se sentit responsable des événements, mais l'imposteur expliqua qu'il existait un moyen de restaurer l'arbre grâce à la légendaire magie de rajeunissement, qui nécessitait de récolter des éléments des arbres sacrés des rues du Requiem. L'imposteur prit congé et Shen le laissa partir, car l'invocation de 2 gardiens avait épuisé toute son énergie. À l'aube, le démon qui possédait le gardien spirituel de Ling fut enfin libéré, brisant la malédiction. L'esprit s'approcha de Ling, qui lui demanda des informations sur l'élixir de résurrection, mais il révéla qu'il l'avait utilisé des années auparavant. L'imposteur s'échappa, laissant Shen frustré, mais Liang fut soulagé de savoir que sans l'élixir, l'organisation du royaume n'aurait plus aucune raison de traquer Ling. Shen suggéra à Ling de retourner dans le monde des humains et de mener une vie ordinaire, mais elle refusa, prétextant vouloir prendre la responsabilité de restaurer l'arbre et s'excusant auprès de ses frères pour tous les désagréments causés. Cette nuit-là, Shen eut du mal à dormir et se demanda si Ling pouvait réellement restaurer l'arbre sacré. Liang suggéra qu'en tant qu'esprit, il pourrait rester dans la rue pendant que Shen l'accompagnait. Les frères repensèrent à leur passé et à toutes les expériences inoubliables qu'ils avaient vécues. Alors que Shen n'était qu'un enfant et qu'il avait hérité de son pouvoir, il attaqua Liu dans un accès de rage, manquant de le tuer et provoquant une grande destruction. Liu tenta de s'enfuir avec son gardien spirituel, mais Yuko les poursuivit. Qingjian tenta de se défendre, mais il n'en fut pas assez fort. Dans un moment de désespoir, Liu exhorta le gardien à poursuivre le combat, mais les esprits maléfiques se retournèrent contre eux. Qingjian fit tout ce qu'il put pour protéger son maître, mais il finit par manquer d'énergie spirituelle et mourut. Liu désespéra en voyant son gardien disparaître. Alors que Zuko s'apprêtait à l'achever, Shen intervint et bannit Liu dans le monde des humains, affirmant que la mort ne serait pas une punition suffisante pour ses péchés. Les gendarmes décidèrent alors de rétablir Shen comme général de la rue. Dans le présent, Shen entreprenait un nouveau voyage aux côtés de Ling pour rassembler les composants des arbres sacrés. Ils firent des adieux émouvants à Liang, qui fut chargé de protéger la rue Rakshasa. Ailleurs, Ail, blessé, complotait sa vengeance, mais fut surpris par une rencontre avec l'imposteur. Ail se prépara à l'affronter, l'accusant d'être trop sûr de lui. Cependant, l'imposteur révéla sa véritable identité. Bientôt, Ail fut choqué de réaliser qu'il avait affaire à Yongfu, l'un des généraux les plus puissants de Requiem et aussi le criminel le plus recherché. Et il tenta de riposter, mais Yongfu invoqua son gardien colossal et le vainquit en un instant. Yongfu réalisa alors à quel point Shen était devenu plus fort et manifesta son intérêt pour voir jusqu'où il pouvait aller. Ainsi se termine l'histoire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Aimez si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de vidéos.